bien, Jerry Pizza, notre chum Claude vient de nous avouer que pour la première fois de sa vie, il est membre d'un parti politique. Il est membre maintenant du Parti conservateur du Québec et ça donne bien parce que on a Adrien Pouliot en ligne avec nous. Adrien, bon matin. Bon matin, Jeff. Donc, t'as un des nôtres parmi ton groupe maintenant officiellement. Bienvenue. Au plaisir. Donc, j'imagine que le membership doit commencer à bien aller. Il semble y avoir en tout cas, je vois par les choses qui se passent sur Facebook, les commentaires souvent des sujets que tu amènes, Adrien, tout ça. Il commence à y avoir une certaine effervescence, on le sent. Ben, je pense que il y a des gens qui sont orphelins politiques et ils ont été bien déçus de la CAQ et s'ils vont voter pour les libéraux, c'est un peu en se pinçant le nez ou par dépit. Et nous, ce qu'on propose, donc, c'est des solutions différentes. On pense qu'il faut changer la recette. C'est pas rien que changer le chef, là, parce que c'est ce qu'on fait depuis 40 ans sans changer le chef, mais c'est toujours à peu près la même recette. Et donc, il est temps maintenant là vraiment d'apporter des nouvelles solutions. Et je pense que les gens cherchent quelque chose comme ça. Le fait, Jeff, que tu sais quand François Legault a commencé à parler de la CAQ en 2011, là, puis il y avait même pas encore de parti politique. Puis le premier sondage qui a été fait, il y a eu 40%. Il y avait 40%. Tu sais, ça montre qu'il y a un appétit pour d'autres choses, là, quelque chose de nouveau. Malheureusement, je pense que M. Legault n'a pas livré la marchandise vraiment. Il s'est comme dégonflé. Mais les gens cherchent quelque chose parce qu'ils réalisent bien que le Québec s'en va pas dans la bonne direction. Là. Avant de poser des questions sur les sujets qu'on a ce matin, qu'est-ce que tu penses de la mairie de Montréal, le nouveau candidat? Là, je sens une certaine panique chez quelques membres des médias de celui qui va être contre Monsieur Coderre. Là, je t'en parle, mais j'oublie son nom. Pourtant, j'ai lu. C'est Marcel Côté. Exact. Ouais. J'imagine que c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré, que tu connais. Mais... Oui, je connais assez bien Marcel. Il était président. Il est président fondateur d'une boîte de consultation qui s'appelle Sécor, qui est là depuis plusieurs années. Et moi, j'ai utilisé Marcel dans des planifications stratégiques de mes entreprises. Puis donc, c'est un type qui est, je dirais, qui est très intelligent, qui est créatif, un peu, je dirais. Puis je dis ça de façon amicale, un petit peu professeur tournesol, là, tu sais, dans le sens où il pense à toutes sortes de choses, tu sais, mais c'est vraiment quelqu'un qui a du coffre, qui a de la crédibilité. Est-ce qu'il a les qualités de leadership? Est-ce qu'il a les qualités de politicien ou de rassembleur? Ça, je ne sais pas. Moi, Jeff, ce qui m'a assez étonné, c'est qu'il aille avec ce parti-là. Tu sais, c'est comme... c'est l'antipode, là. Ça marche pas, ça. Ben, c'est ça marche pas, tu sais. Puis moi, le mot coalition, ça m'inquiète toujours un peu parce que coalition, ça veut dire que ce qu'il y avait avant a pas marché. Puis c'est compromis aussi, coalition. C'est toujours des compromis, là. Ouais. Ben, c'est un peu justement l'affaire de François Legault, tu sais, c'est un méli-mélo de gauchistes, puis de gens de droite, puis d'indépendantistes, puis c'est tout mélangé. Alors, sur le coup, ça a l'air bien beau, sauf que quand tu as des problèmes pratico-pratiques à décider, quand tu as des politiques publiques à adopter, ben là, ça tiraille à l'intérieur, tu sais. En tout cas, moi, je lui souhaite bonne chance. Je trouve que ça va rajouter du contenu au débat. Monsieur Coderre, c'est un excellent tribun, c'est quelqu'un qui passe bien, qui parle bien, qui a toujours la bonne joke au bon moment, son sens du timing quand il parle dans le public est fantastique. Sauf que... Where's the meat? Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis plutôt un gars de contenu, tu sais. Puis là, ben, je l'entends parler, puis ouais, c'est beau, hein, il parle bien, tu sais, mais en bout de piste, tu dis... OK, le Wi-Fi à Montréal, en 2013, le Wi-Fi à Montréal, on est, d'après moi, on est rendu sur le LTE, puis sur même 4G, c'est rendu out, là. D'après moi, pas mal tout le monde là. Ouais, puis il faut aussi regarder en anglais, on dit le track record du gars. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Bon, il pense souvent de son passage, je pense qu'il était au ministère des Sports, lui, ou quelque chose. En tout cas, c'est pas, disons que... Pas glorieux, là. Ouais, c'est ça. Mais je suis surpris, j'ai vu on a une course, là, tu sais, puis je regardais les sondages ce matin. Ben oui, les sondages ce matin m'a quand même surpris de voir que c'est un inconnu, là, connu dans le milieu des affaires, mais je veux dire pour le grand public inconnu. Ouais. Et les chiffres, je pense aux alentours de 20%, ça m'a surpris, ça. Ouais, même plus que ça, je pense. Ah oui? Alors, non, c'est, en tout cas, ça va mettre de
un peu de viande là dans la course. Je pense que ça va être intéressant. Mais il y a du travail à faire à Montréal. Puis c'est pas du blabla là. C'est vraiment, moi je pense, que c'est du travail de gestion de les affaires plates, là, tu sais, les rues, le déneigement, les poubelles, les parcs, la fonction publique qui est tellement sclérosée, Jeff, là, dans la Ville de Montréal, là, la convention collective de la Ville de Montréal, là, c'est incroyable comment est-ce que ça c'est improductif. Les gens travaillent pas beaucoup, sont payés plus que dans le privé, ils ont des bénéfices marginaux à tout casser. Et donc, ça nous coûte une fortune, puis ça produit moins. Je regardais récemment, là, rien pour le fun, là, l'augmentation de la masse salariale à Montréal. Je peux pas reculer avant 2006 parce que là, il y a eu les fusions puis les défusions, puis je suis plus capable de suivre ça, là, mais à partir de 2006 jusqu'en 2012, OK, donc 6 ans, et là, j'ai rien que regarder la ligne salaire, là, incluant les bénéfices marginaux, là. Et on est passé de 1,4 à 2,1 milliards de dollars. Ça, de salaire. Même c'est plus que ça, je pense que c'était 70% d'augmentation. C'est 1,1 à 2,1 milliards ou 1,3 à 2,1 milliards. C'est 70% d'augmentation en 6 ans. Et c'est plus croche. Et tu sais, à un moment donné, on se dit, OK, ça a explosé, mais le compte de taxes et des augmentations, mais en bout de ligne, tout le monde est content parce que la ville est propre, les infrastructures sont top one, tout le monde est content, tout le monde est fier. Bon, regarde, on a eu un bon deal finalement. Mais c'est l'inverse. C'est ça. Alors donc, c'est 70% d'augmentation en 6-7 ans. Bon, mettons qu'il y a eu de l'inflation. Enlève, mettons, là, pour être généreux, là, 15% d'inflation pendant cette période-là. Il y a eu peut-être aussi une petite augmentation de la population à Montréal, peut-être 5%, mais tu sais, ça explique pas quand même. Tu as un autre 50% qui est inexpliqué, là. Alors, c'est mal géré. Tu sais, c'est pas géré serré. Et vraiment, il y a du travail à faire. Alors, bonne chance à Marcel Côté ou qui que ce soit, là, que ce soit Mme Joly ou M. Coderre ou n'importe qui de ces gens-là, bonne chance parce que il y a du travail à faire de ce côté-là. Pourquoi Mme Joly, personne ne parle d'elle? Moi, j'avais dit au départ, j'ai dit elle a un problème, elle est trop belle et elle est trop jeune. Ça, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui ont de la misère avec ça. La beauté et la jeunesse, c'est pas des avantages souvent dans le milieu de la politique. On dirait qu'il faut que tu sois toujours un peu plus vieux, un petit peu de cheveux blancs, donner de la crédibilité et tout. Donc, elle est un peu jeune, mais les gens, souvent, dans les articles, quand on voit la presse, ils parlent même pas d'elle, comme si elle était pas là. Pourtant, dans le sondage, elle a l'air là. Non, elle est là dans le sondage. Bon, peut-être que les gens parlent pas d'elle parce qu'elle a pas nécessairement, encore une fois, un track record, c'est un historique là, de réalisation importante. Elle a peut-être pas vraiment beaucoup d'expérience. Mais elle apporte, puis elle aussi, jusqu'à date, j'ai pas entendu d'idées beaucoup. En fait, j'ai pas entendu d'idées de grand monde. Même Marcel Côté, là, à sa conférence de presse, là, il y avait pas grand-chose de ce côté-là. Et ce qui m'a d'ailleurs un peu surpris de la conférence de presse de M. Côté, c'est que lui avait écrit un rapport avec Claude Séguin de CGI il y a à peu près 3 ans, en 2010, sur la gouvernance de la ville, puis il avait fait des propositions qui étaient des propositions pour, supposément, en tout cas, mieux gouverner la ville de Montréal. Et en 2013, alors qu'il annonce sa candidature à la mairie, il a abandonné complètement, semble-t-il, en tout cas, selon les journaux, il a abandonné complètement ce qu'il avait proposé en 2010. Lui proposait une centralisation accrue de la ville. Logique. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je pense que t'es toujours mieux de décentraliser puis que les organismes qui livrent les services à la population soient le plus proche possible de la population. Alors donc, déjà, là, il y a quelque chose, là, il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près, voir pourquoi. Mais c'est plus au niveau du pouvoir, peut-être qu'il voulait parler, parce qu'on a l'impression qu'il y a 14 maires, là, et que c'est toujours compliqué un peu, là, la structure politique. Non pas qu'il y ait des arrondissements, parce que je pense que la région de Québec, là-dessus, est mieux organisée, étant une plus petite ville. Il y a effectivement des arrondissements un peu partout. On a l'impression que les vieilles villes existent encore pour les services de proximité, mais il n'y a pas cette couche, l'overhead de politique qu'il y a à Montréal, qui semble bien difficile, en tout cas du moins à savoir qui mène vraiment. Le maire a-tu du pouvoir avec les arrondissements ailleurs? On a de la misère un peu à comprendre c'est quoi le rôle du maire. Est-ce qu'il peut vraiment travailler? Souvent, là-bas, on me dit, regarde, à Québec, je fais une bonne job, j'étais à Montréal, je pourrais rien faire. Ouais, il y a peut-être une question d'imputabilité, tu sais, qui est responsable de quoi.
moi, je suis pas nécessairement... Je sais que il y a des commentateurs qui suggèrent qu'on devrait couper le nombre de maires d'arrondissement, couper le nombre d'arrondissements, mais moi, je suis pas sûr que ça change quelque chose, là. C'est vraiment plus une question peut-être d'imputabilité. Qui doit faire quoi, puis qui est responsable de quoi, qui fait que... puis, encore une fois, je pense que les conventions collectives sont tellement... menottent tellement l'administration de la ville, puis on voit là à quel point est-ce que le maire Labaume, lui, voudrait faire des changements, puis même là, le maire Labaume a de la difficulté à faire des changements parce que il est prêt avec une charte, il est prêt avec le Code du travail, et... D'ailleurs, moi, je me suis pas présenté à la Ville de Montréal. On m'a suggéré de le faire. Je me suis pas présenté à la mairie de Montréal parce que je pense que les changements qu'il y a à faire nécessitent l'appui de l'Assemblée nationale. Si Marcel Côté ou le prochain maire veut vraiment faire des changements, il va avoir besoin de l'appui du premier ministre du Québec. Et donc, tant qu'il n'y aura pas cet appui-là, tant qu'il n'y aura pas à Québec un premier ministre et un parti qui va être prêt à faire des changements pour mieux gérer la province et la ville de Montréal, ça marchera pas parce que dès que le maire de la ville va avoir une petite chicane avec le syndicat, le PQ, si c'est le PQ qui est au pouvoir, va tout de suite venir éteindre le feu. Les libéraux s'en mêleront pas, puis le maire va être pris un peu en esclave. Alors ça prend autant de leadership à Québec qu'à Montréal pour faire marcher la ville de Montréal. C'est un peu, en tout cas, c'est un peu épeurant de voir qu'effectivement, on a l'impression que chaque marche qu'on essaie de monter, on est toujours empêché de le faire par différentes structures un peu lourdes. Adrien, on a quelques sujets à jaser. On va y aller en rafale, si tu veux bien. On y va avec les sénateurs conservateurs fédéraux qui ont sabordé le projet de loi C-377 sur la transparence financière des syndicats. T'es pas d'accord avec ça? Non, d'ailleurs, quand j'étais à l'ADQ, Jeff, on avait proposé que les syndicats soient obligés de remettre leurs états financiers à leurs membres et ce que le Parti conservateur fédéral avait essayé de faire à la Chambre des communes, c'est de passer un projet de loi pour améliorer justement la transparence puis l'imputabilité des syndicats. Alors, ce qu'on voulait, c'est que les syndicats soient obligés de divulguer toutes les dépenses dont la valeur dépassait 5 000 $, devaient aussi divulguer le salaire des dirigeants des syndicats. Au début, il avait parlé de, je pense, 25 000. Ensuite de ça, la barre a monté à 100 000. Puis finalement, le projet de loi a été adopté à la Chambre des communes. Et là, c'est allé au Sénat. Et grande surprise, des sénateurs conservateurs ont voté avec les autres sénateurs libéraux pour faire des changements au projet de loi qui ont eu pour effet finalement de complètement éviscérer le projet de loi. Alors, par exemple, ils ont dit... le niveau de salaire qui doit être divulgué, c'est seulement pour des officiers, des dirigeants syndicaux qui font plus que 440 000 $ par année. Alors, je comprends bien qu'il reste plus grand monde. Puis non. La limite de dépenses qui devait être divulguée est passée de 5 000 à 150 000. Oh. Alors, donc, si c'est pour un payeur ou un bénéficiaire, là, il fallait que ça dépasse 150 000. Alors, donc, en gros, le projet de loi a été complètement éviscéré. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est l'effort incroyable des syndicats à travers le pays, moins en fait au Québec, mais beaucoup au Canada anglais, pour faire renverser ce projet de loi-là, qui, en pratique, tu sais, s'ils n'ont rien à se cacher, s'ils n'ont rien à cacher, ils devraient être en faveur de l'imputabilité financière et de la transparence financière, tu sais. Alors, et on a sorti toutes sortes d'arguments pour dire que c'est pas juste parce que, par exemple, les associations de médecins ou d'avocats ou d'ingénieurs sont pas obligés de divulguer leurs dépenses ou bien le salaire de leurs directeurs généraux, ou les compagnies, elles non plus sont pas obligées de divulguer leurs trucs, leurs chiffres. Il y a toutes sortes d'arguments, mais finalement, je pense que ce qu'on semble oublier, c'est que dans le cas d'un syndicat, tu es obligé de payer la cotisation syndicale. Tu n'as pas le choix à cause de la formule RAD. Puis, moi, je pense qu'un individu qui a le droit de s'associer, que ce soit un syndicat ou une association d'employeurs, devrait avoir le droit de ne pas s'associer. Et puis, s'il n'est pas content
du genre de gouvernance de son syndicat, s'il est pas content parce qu'il sait pas où va l'argent ou il sait pas combien sont payés les dirigeants, ben il peut toujours partir avec ses pieds, tu sais, marcher avec ses pieds, voter avec ses pieds, puis s'en aller, puis se sortir de son association. Mais au Canada, avec la formule RAND qu'on a, le paiement de la cotisation est forcé par le pouvoir coercitif de l'État, puis l'individu perd son meilleur levier de négociation qu'il peut avoir, c'est-à-dire celui de voter avec ses pieds. Alors, puis en plus, la situation est empirée parce que dans bien des cas, plusieurs syndicats bénéficient d'un monopole étatique, puis ils n'ont pas de concurrence l'un contre l'autre pour attirer la clientèle. Tu sais. Alors, pense par exemple aux fonctionnaires du gouvernement du Québec, il y a rien qu'un syndicat de fonctionnaires. Pense par exemple, puis je vais le prendre de l'autre côté aussi, pense par exemple aux avocats qui ont pas d'autre choix que de s'associer au barreau du Québec, tu sais. Alors, donc, eux autres aussi, là, moi, que ce soit des professionnels ou des syndiqués, c'est la même chose. Alors, une fois qu'on a accepté que l'État puisse bannir le droit de non-association, puis puisse forcer le paiement de la cotisation syndicale contre le gré de l'individu, ben là, t'es pogné à dire, ouais, ben, tu sais, si l'employé peut pas voter avec ses pieds, ben, il va falloir qu'on passe une loi pour forcer certaines conditions à l'association, dont la divulgation financière. Alors, moi, j'aime pas ça passer des lois, mais là, tu as passé une première loi qui est croche, alors là, tu es obligé de passer une deuxième loi qui est croche, tu sais, pour essayer d'arranger la première, alors que ce qu'on devrait faire, vraiment, la solution, c'est de jamais forcer un individu à s'associer, ce qui évite toute question de forcer la divulgation, tu sais. C'est ça, donc peu importe ce que le syndicat, mettons que tu n'es pas obligé de rester avec eux, si tu as des doutes sur ce qu'ils font avec ton argent, comme tu le dis, tu prends tes chou-claques puis tu t'en vas. Mais là, étant esclave, on peut-tu avoir au moins un peu plus de transparence? Il me semble que c'est à la mode, la transparence. Ouais. Mais c'est fascinant de voir comment est-ce que tu vois là que les syndicats qui, au Québec, collectent à peu près 1,1 milliard de cotisations syndicales forcées. Et puis, je pense au Canada, au complet, c'est 4 milliards. Tu vois qu'ils ont vraiment du pouvoir. Ils ont même réussi à faire virer de bord des sénateurs des conservateurs pour changer et éviscérer le projet de loi. Alors, je trouve ça dommage, mais bon, alors le projet de loi retourne le processus, c'est que le projet de loi retourne à la Chambre des communes l'an prochain ou à l'automne, puis là, ben, ils vont peut-être rejeter les arguments, les amendements du Sénat, puis peut-être que ça va venir par déboucher, en tout cas, on va voir, mais ça montre comment est-ce que les syndicats ont peur de la transparence financière, puis de la transparence, puis de la démocratie. Toujours au fédéral, Tony Clement, qui, c'est un des sujets qu'on n'a pas parlé la dernière fois, mais qui annonce finalement qu'on va mieux gérer le travail des fonctionnaires. On avait l'impression qu'on entend ça depuis qu'on est au monde. Est-ce qu'on l'a vraiment déjà fait? Peut-être que c'est une des premières fois qu'on le fait pour vrai. Oui, en tout cas, on espère. Oui, on espère. Il y avait déjà un processus de gestion de la performance des cadres. Et là, ce que Tony Clement, qui est le président du Conseil du Trésor, là, ça c'est un peu le gars qui tient les cordons de la bourse au fédéral, lui, ce qu'il dit, c'est que, regarde, dans le secteur privé, le taux de licenciement pour un rendement insatisfaisant, c'est à peu près entre 5 et 10 par année, tu sais. Parce que, bon, tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans la bonne case, à la bonne job, ou qui est intéressé, ou, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences. Alors, donc, c'est normal qu'il y ait un petit roulement. Alors, donc, 5 à 10 dans le secteur privé. Dans le secteur public, aux États-Unis, c'est 0,6 En Australie, c'est 0,1 de taux de roulement. Donc, tu vois que c'est beaucoup plus bas. Et au Canada, c'est 0,06 Donc, c'est la moitié du taux enregistré en Australie. Là, alors, de toute évidence, c'est inacceptable. Alors, puis c'est pas juste, hein, parce que pour le collègue qui travaille, de devoir supporter le fardeau additionnel que représente un collègue improductif, c'est pas juste. Puis c'est pas juste aussi si l'argent qui est durement gagné par les contribuables canadiens sert à payer des salaires d'employés qui font rien, là, qui se tournent les pouces, tu sais. Puis on parle de gros argent, là, parce que le gouvernement fédéral, il verse à peu près 43 milliards de dollars en salaires et indemnités dans le secteur public par année, là. Alors, tu sais, si t'as 5% de gens là-dedans, là, qui se tournent les pouces, là, c'est comme 2 milliards, là, qui est gaspillé, là. Alors donc, ils vont mettre en place un système d'établissement d'objectifs de rendement obligatoires par écrit pour chaque employé. Ils vont faire une évaluation semestrielle, ensuite de ça, une évaluation annuelle écrite. Et si jamais le rendement n'est pas satisfaisant, il va y avoir un plan d'action visant à aider l'employé pour que son rendement s'améliore. Tu sais. Puis moi, j'avais fait ça quand j'étais propriétaire, Jeff,
d'une compagnie qui s'appelait Entourage Solutions Technologiques qui faisait toute l'installation du filage intérieur, commercial et industriel pour Bell Canada. J'étais un sous-traitant. On avait 3000 techniciens et on avait une espèce de bulletin comme ça, tu sais, puis on était capable de dire, OK, chaque technicien, lui, il a fait 4 réparations par jour, l'autre en a fait 3, l'autre en a fait 6, et là, on était capable vraiment de s'asseoir avec le technicien, puis de lui dire, écoute, toi, t'en fais rien que 3, alors que, tu sais, ton collègue en fait 6, comment ça se fait? Et souvent, ce que ça faisait, Jeff, c'est que ça mettait de la pression sur le directeur, sur le superviseur. C'est lui qui avait un problème. Parce que là, moi, je disais au superviseur, tu vas aller passer la journée dans le camion avec le technicien, puis tu vas voir qu'est-ce qu'il fait, puis tu vas l'aider à être plus productif. Et ça marchait. Je te dirais là que dans 95% des cas, quand je disais ça, puis que le superviseur allait passer la journée avec le technicien, là, finalement, le technicien, là, il redevenait correct. T'sais. Alors donc, c'est une très bonne chose. L'autre problème qu'il y a au fédéral, et c'est un problème qui est un peu partout dans la fonction publique, c'est le taux d'absentéisme. Oui. Et au fédéral, puis c'est pas beaucoup mieux au provincial, là, je te dirais que le taux d'absentéisme, c'est à peu près 13 jours par année. Puis si tu inclus les journées de CSST, là, l'équivalent de CSST, là, ça monte à peu près à 18 journées de congés de maladie par année. C'est 3 semaines, ça? Oui, ça c'est comme 3 fois plus que dans le privé, là. Ça veut dire qu'en moyenne, aujourd'hui, là, il y a à peu près en moyenne 19 000 fonctionnaires fédéraux qui sont en congé de maladie aujourd'hui. Alors là, évidemment, c'est une autre place où le système qui est dans les conventions collectives est mal organisé parce qu'on donne des congés de maladie. Tu sais, on dit tu as le droit de prendre 15 jours de maladie par année. Et là, c'est évident que tu vas y prendre, tu sais. Puis il y a des gens qui disent bon, je suis pas malade, là, mais je vais aller comme m'occuper de mes enfants, ou tu sais, je vais prendre un congé aujourd'hui, ou c'est lundi, ou c'est vendredi. Alors oui, donc, ils accumulent. Vont changer le système pour enlever ces jours de congé de maladie qui sont automatiques pour aller plus comme dans le privé avec des systèmes d'assurance à court terme et à long terme et un meilleur système de gestion. T'sais. Mais tu sais, on parlait de Montréal tantôt, là. Je suis allé voir sur le site web, là, et Montréal a un taux d'absentéisme de 14 %. Ça veut dire que c'est à peu près un mois de maladie par année, par employé. Un mois. Là, je te parle de maladie, là, je te parle pas de tous les autres congés, là, les fériés, puis des vacances, puis tout ça, là. Alors, tu sais, ça montre que quand c'est pas privé, quand c'est public, là, quand t'as pas l'objectif de rentabilité puis de profit, puis quand tu dépenses l'argent des autres, ben, tu sais, t'as tendance à... Puis, je dis pas que tous les fonctionnaires sont de même, mais on les met dans un système qui les encourage à faire ça. C'est pas leur faute. On leur dit, tu as droit à 15 jours. Ben, ils vont le prendre, tu sais. C'est comme ça, c'est la culture. Ils sont dans la culture. C'est le gars qui a donné le 15 jours qui est croche, là. C'est pas le fonctionnaire. Le fonctionnaire, on dit, ben, tu peux prendre 15 jours. Ben, mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, je comprends, là, on va me sortir les grandes histoires, quelqu'un y a donné, puis les droits, puis mais on s'aperçoit tout le monde, et je te dirais que je parle même à des fonctionnaires qui le savent eux-mêmes que ça n'a pas de sens. Oui. Et on n'est pas capable, dans ce système-là, à cause de droit acquis ou peu importe les termes qu'on va utiliser, on n'est pas capable de se virer de bord comme, mettons, une entreprise peut le faire quand elle voit qu'elle est en difficulté, puis dire, bon, ben, qu'est-ce qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui, et on doit donner un grand coup de barre maintenant. Et c'est là où je perds un peu confiance en peu importe qui on mettra là. La tâche est tellement ardue, c'est tellement lourd de faire quelques petits changements que ce soit. La liste est tellement grande, tabarouette, comment on va faire? Tu sais, c'est un cas, ça. On s'entend que demain matin, on a une entreprise, puis probablement, c'est une question de survie, on s'assoit, puis on va en discuter pendant 2 jours, puis au bout de 2 jours, on aura une solution, puis ils n'auront pas le choix de passer par là. C'est ça ou c'est fini. Mais dans un système où on a l'impression que c'est l'argent de personne, c'est à l'infini. Je me rappelle pas quel président américain disait il y a rien d'éternel sur Terre sauf une loi ou un programme gouvernemental quelconque, mais on a vraiment l'impression que c'est à l'infini. Tu as fait une erreur il y a 15 ans, tu as donné des choses qui n'ont pas de rapport, qui peut-être étaient correctes dans le temps, mais qu'aujourd'hui ne tiennent plus la route, et tu n'es pas capable de l'enlever. Ça marche pas, ça. Moi, je pense qu'il y a peut-être deux commentaires là-dessus. D'abord, il faut partager les gains, tu sais. Si on augmente la productivité dans une entreprise,
il y a une partie de ça qui devrait normalement revenir à l'employé dans un salaire plus élevé. Tout ça. Alors, si par exemple on réussit à baisser le taux d'absentéisme, il faut négocier ça. Là. C'est sûr, c'est une convention collective. Il faut négocier. Puis je pense qu'à un certain point, tu es obligé de dire, ben écoute, peut-être que je vais garder seulement 50% des gains, puis je vais redonner 50% des gains aux employés. Ça peut être une approche. L'autre approche aussi, je pense, ou l'autre réflexion que j'ai, c'est que dans la question des droits acquis, comme tu le dis, les fonctionnaires le savent. Puis d'ailleurs, ils le savent bien mieux que n'importe qui d'autre parce qu'ils sont là puis ils le voient. Tu sais. Et moi, ma théorie, pourquoi est-ce que les gens à Québec sont plus, entre guillemets, de droite, pourtant c'est une ville gouvernementale, c'est qu'ils le voient, ils voient le gaspillage, puis ça les révolte. Parce qu'en bout de piste, ils contribuent à ça. Là. Ben, c'est ça. Là. Les autres, ils sont part of it, là, sont pas exclus de ça. Là. C'est ça. Alors donc, je pense que il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Et il faut à certains points que les gens puissent dire aux syndicats, là, c'est assez. Et moi, je veux travailler, je veux pas aller en grève. C'est un peu comme, regarde la construction, là. Il y a bien des employés, là, qui voulaient pas aller en grève, là, mais, tu sais, ils ont pas le choix, là. Ils sont pris dans des situations où ils vont se faire casser les deux jambes, où ils vont se faire briser leur équipement, s'ils suivent pas le mot d'ordre du syndicat. Alors, je pense qu'il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Puis encore une fois, comme on disait tantôt, puis c'est drôle parce que on va finir un peu comme on a commencé, il faut que les employés syndiqués aient le droit de voter avec leurs pieds. Puis il faut qu'ils puissent avoir le droit de dire non, moi je suis pas d'accord avec l'attitude du syndicat ici, puis je vais changer de syndicat. Regarde, on a juste savoir la réaction, on te mènera là-dessus, Adrien. Juste savoir la réaction de l'exécutif des dirigeants syndicaux suite à la loi spéciale. Puis le mood qu'il y avait chez Chantier le lendemain, les journalistes syndiqués nous racontaient le matin que ça allait être bien difficile sur les chantiers, qu'il y a bien du monde d'ailleurs qui repensait à leur carrière, puis qu'il va y avoir de l'absentéisme, puis etc. Ils s'en vont dans la journée voir si c'est le cas, et ils se rendent compte qu'ils arrivent là, puis tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde est content, tout le monde on est bien content, puis on voulait travailler, puis on voulait pas arrêter. Il y a une grosse différence entre le thinking des syndiqués et des syndicats, et c'est plus marquant que jamais. Ouais, puis aujourd'hui, comme je disais tantôt, les syndicats ne sont plus au service des syndiqués. Non. Les syndicats ont changé leur mission et c'est rendu des grosses business qui font 1,1 milliard de revenus par année. Et ils ont perdu, je pense, quelle est leur mission? Leur mission, c'est de représenter leurs employés vis-à-vis les employeurs. Mais il faut qu'ils écoutent leurs employés. Ils sont des partis politiques non élus. Comme dans la cage aux morts, la fameuse cage aux morts de Parizeau. Et ils peuvent plus s'en sortir. Adrien, bon été. Ben, bon été à toi, Jeff. Gros été en vue pour tes activités pour le parti ou on lève le pied un peu? Oui, toutes les fins de semaine, je fais le tour du Québec dans mon autobus où j'ai mis le beau logo du Parti conservateur du Québec et puis je me promène, je m'en vais justement à Actonville en fin de semaine. J'étais dans l'ouest dans l'West Island en fin de semaine dernière, à Chicoutimi, dans la région du Saguenay la fin de semaine d'avant. Alors, je fais tous les festivals cet été et puis je me promène, je vais serrer des mains, je vais parler aux gens, je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Et je trouve ça bien le fun, bien excitant. Très bon. Adrien, on se reparle au retour au mois d'août. Bon été, puis on se reparle bientôt. Merci, Jeff. Bye. Adrien Pouliot est le patron, le grand chef du Parti conservateur du Québec. Et avec un discours semblable, d'après moi, risque de chambarder bien des choses malgré la petitesse de l'organisation. Ça risque d'être un message qui plaît à beaucoup de gens. Je vous dis pas que il va arriver au taux de Québec solidaire en un mandat, mais ça risque de plaire à beaucoup de monde. Ces gens